Merci Sybille. Pour ce premier numéro de Tempo Luxe, on se retrouve dans l'univers d'une marque Marchlab. Je suis avec Alain Maric, le fondateur et CEO de la marque. Merci Alain de nous recevoir. Avec grand plaisir. J'adore recevoir les gens. J'adore accueillir les gens. Et ça se sent. J'espère. Je Merci l'espère. beaucoup. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore la marque, très rapidement, le pitch Marchlab en 1 minute. En 1 minute, on va essayer de faire moins même. Marque française, inspirée des années 70, à un prix aussi abordable que cela peut se faire avec de la qualité à l'intérieur. Voilà. Simple, efficace. Merci. Alors, je vais reprendre chaque point. Marque française. Ouais. Quand on parle, Marchlab est une marque horlogère, puisqu'on ne l'a pas précisé depuis le début, mais oui, Tout à c'est fait. une marque horlogère. Vous faites Des montres. montres. Ouais, exactement. Voilà. On pense plutôt suisse. Ouais, Comme toujours, ça, toujours, quand on dit luxe, montre, on Toujours. pense plutôt suisse. toujours. Toi, tu fabriques en France. Marchlab est une marque française. Qu'est-ce que ça implique pour vous, la manière, l'angle dont vous prenez ça? Nous, on est 3 Français à avoir fondé la marque et depuis le début, on voulait vraiment revendiquer notre savoir-faire français, enfin notre culture française. Et donc, on a zigzagué, on n'a pas trouvé la solution tout de suite. On a démarré Swiss Made et puis après, on est venu en France. On a assemblé nos montres avec des mouvements japonais et maintenant, on assemble avec des mouvements suisses. Mais ces mouvements suisses, on les importe en France en pièces détachées. C'est quasiment 220 à 250 pièces détachées. Et on assemble le mouvement suisse en France, à Besançon. Et une fois qu'il est assemblé, on le règle et on le met dans nos montres. Donc on essaie de faire travailler le plus possible les horlogers français qui sont dotés d'un savoir-faire centenaire, tu vois. Oui, clairement. Voilà. Qui sont tout aussi bons. Qui étaient juste de l'autre côté de la frontière. Hein. Exactement. Il faut savoir qu'aujourd'hui, en Suisse, il y a 12 000 horlogers français tous les matins qui passent la frontière pour aller travailler chez les horlogers suisses. Ça, c'est pour la petite partie économique. Oui, tu vois. Mais qui a son importance. Qui a son importance. Parce que j'aimerais savoir combien il y a d'horlogers au total en Suisse. Sûrement pas le double en tout cas. Donc, tu vois. Donc, voilà. Clairement. Donc, on a le savoir-faire. Alors, le fait d'assembler en France, de régler, d'emboîter, donne le Made in France? Alors, le Made in France, en fait, il est beaucoup plus simple que ça. Aujourd'hui, il n'est pas réglementé assez. C'est juste un code douanier, pour être vraiment factuel. Et en fait, il se dit il est écrit que c'est la dernière opération substantielle qui a été effectuée sur la montre qui permet d'avoir le Made in France. La dernière opération faite en France. Donc, par exemple, quelqu'un qui reçoit une pièce de Chine avec tout fait de Chine et qui a son bracelet qui même arrive d'un autre pays, s'il met son bracelet sur la montre en France, il peut de facto dire qu'il est Made in France. Donc tu vois, c'est encore un peu léger. Alors, en ce sens, on travaille, parce que je fais partie de la Fédération de l'horlogerie française et je pilote une commission France pour essayer justement d'essayer d'apporter un petit peu de transparence dans cette nébuleuse parce qu'aujourd'hui, tout le monde est perdu. Et on aimerait bien, non pas fliquer, non pas légiférer, mais juste que tout le monde un peu fasse du déclaratif et qu'il y ait une espèce de transparence où on dise, voilà, moi en français, je fais ça, moi je fais ça plus ça, moi je fais ça plus ça plus ça. Et après, il n'y a pas de honte à dire qu'on ne peut pas tout faire en France. Autrement, on aurait des produits beaucoup plus chers. Non, mais c'est ça. Et qu'on est obligé d'un moment de faire ce qu'on peut faire par rapport au prix qu'on veut atteindre. Ouais, exactement. Tu Donc vois. après, dans le prix, tu retrouves la part de fait en France, en fait, Exactement. quelque part, d'une certaine manière. Exactement. Moi, j'ai des montres aujourd'hui, tu vois, qui sont entre 1000 et 2000 euros. Si elles étaient françaises, ça serait le double minimum. Ouais. Voilà. Donc, est-ce que tu as envie un jour, est-ce que j'ai envie, est-ce que je me sens capable, est-ce qu'on se sent capable d'aller vendre des montres à ce prix-là? Pas forcément. Donc, tu vois, c'est un choix stratégique. Et moi, j'ai pris le parti depuis le début d'être très honnête et très transparent et de dire exactement ce qu'on faisait, ce qu'on ne faisait pas. Et voilà, et en fait, les gens comprennent très bien, tu vois, il n'y a aucun souci. Alors après, on en a parlé un peu avant l'émission ensemble. Le design, super important pour Marchlab, évidemment. Toi, tu es un homme de design, tu comprends. Parce que évidemment, faire du rétro cool années 70 quelque part en 2025, c'était un pari. Ouais. D'arriver avec cette attitude déjà. D'autant que nous, on a démarré en 2011 en fait. Donc au début, quand on est arrivé avec ça, et on a démarré à faire ça en 2011. Pourquoi? Parce que on ne comprenait pas pourquoi les marques ancestrales, les vieilles marques qui avaient tant de beauté dans leur carton dans les années 70, ne les remettaient pas au goût du jour, alors qu'on voyait plein de gens comme toi, comme moi, qui aimaient les vieilles montres, pardon. Et on se disait, mais pourquoi personne ne fait cette tendance? Et on est arrivé avec ça, en fait, il y a 14 ans. Et les gens étaient un peu surpris au début, parce qu'ils disaient, mais qu'est-ce qu'ils font ces gens-là, qui ne sont pas de l'horlogerie,
qui sont pas du sérail et qui arrivent avec des montres hyper typées, petites, hyper raffinées, mais en même temps 70. Ils sont un peu, tu vois, en dehors du truc. Donc ça a mis du temps à percer parce qu'en fait, au début, c'était un peu surprenant. Et puis, il a fallu 3-4 années avant que cette tendance arrive dans l'horlogerie et que finalement, des belles marques ressortent leurs vieux modèles qui sont très beaux et que peut-être qu'il y a cette tendance générale, le 70 qui reviennent en fait. Et après, ça a été carrément la déferlante. Ah oui. Ah là, alors, pardon hein, pour reprendre un terme de surf, mais vous avez bien surfé la vague là. Hein. Parce que ce moment où vous commenciez juste finalement à être connu, quelque part, à installer la marque Marchlab, et là, la vague des modèles années 70 avec toute cette aura autour arrive à fond et bien portée aussi par les bracelets intégrés. Complètement. Et là, vous profitez aussi certainement de cet élan à ce moment-là. Complètement parce que comment dire, nous on y croyait, c'était dans notre cœur, tu vois, cette tendance, c'est ce qu'on aimait en fait. Et quand on a démarré ça, on ne savait pas que 5 ans après, tout d'un coup, pour ne pas citer quelle, mais la Royal Oak ou la d'Audemars Piguet ou la Nautilus de Patek, ça a devenu les icônes de l'horlogerie. On ne l'avait pas vu venir, ça c'est arrivé en 2015-2016. En 2010-2011, tout le monde chez Patek Philippe voulait acheter une Calatrava et pas une Nautilus. Et tout d'un coup, il y a eu cette tendance qui est arrivée. Donc oui, on a surfé dessus, bien malgré nous, on ne l'avait pas anticipé, mais tant mieux, parce qu'on en a profité. Et puis voilà, donc on adore ça. Moi, c'est marrant, il y a un journaliste anglais qui m'a dit, mais Alain, tu vas avoir un problème un jour. Je dis, ah ouais, lequel? Il dit, le jour où la mode 70 sera passée, qu'est-ce que tu vas faire comme montre? Et je dis, tu sais quoi, Robin, je ne sais pas ce que je vais faire parce que je ne sais faire que ça en fait. Moi, je fais ce que j'aime et donc on fera toujours des montres des années 70. Et ce sera à nous d'être pertinents et d'être toujours différenciants et d'avoir notre petite touche qui fait que les gens embrassent notre univers, embrassent notre marque parce qu'ils trouvent autre chose qu'ils ne trouvent pas ailleurs. Tu vois. Après, il y aura un vrai travail de recherche. Et puis, il reste une somme incroyable de design des années 70 que vous n'avez pas encore exploité. Ah oui. Vous avez pris ça d'un côté, il y a tout le voyage à faire et je vois que vous avez sorti quand même pas mal de montres de forme récemment, un public clairement plus féminin aussi. Ouais. C'était une volonté d'aller féminiser le public de Marchlab? Il se trouve que oui, on a ressenti une demande de la part des femmes qui étaient un peu perdues parce qu'elles trouvaient peu de choix avant d'accéder aux montres de luxe, qui sont très bien faites par les grandes marques de luxe pour femmes. Elles n'avaient pas beaucoup de choix finalement raffinés, élégants. Et donc, c'est vrai que nous, on avait cette patte un peu française, ce côté chic et cool, on va dire le côté un peu, tu vois, français chic et cool, c'est ça en fait, le mélange du chic décontracté, comme on dit, comme la parisienne. Et on s'est mis à faire des montres comme ça et on a tout de suite rencontré une clientèle qui a répondu présente à ce qu'on a proposé comme création. Et la montre femme, c'est un vrai bonheur parce que on peut dérouler plein de choses. C'est moins, j'ai envie de dire, c'est moins fermé, moins rigide au niveau des codes que la montre homme. Ou la montre homme, il faut toujours un peu rencontrer ses clients avec des codes un peu sans trop les perdre. C'est ça, j'ai l'impression qu'il faut toujours un peu rassurer. Exactement. Hein, il faut qu'on soit pas trop loin d'avoir un modèle pas trop loin d'une plongeuse et puis un autre pas trop loin d'une GMT quand même. Et puis, exactement. Voilà. Mais c'est bien ce que tu dis parce que l'esthétique, je pense que nous, on est une marque qui avons privilégié l'esthétisme et on n'en est pas du tout, on n'a pas du tout honte de le dire. Puisqu'il y a des marques qui se revendiquent avant tout motoristes. Un motoriste, c'est donc des gens qui parlent avant tout du mouvement de la montre. Nous, notre principe de base, notre postulat, c'était faisons des très belles montres inspirées des années 70 et dedans, mettons des bons matériaux et des bons mouvements. Donc des mouvements qui ont été français, suisses, japonais, et puis maintenant suisses à nouveau. Et puis des bons bracelets. Les bracelets, on les fait en France aussi, on les fait à côté de Besançon. Donc des beaux bracelets en cuir, en alligator, ou en cuir, ou en veau, mais tu vois. C'était faire du beau et du bon. Et on n'avait pas du tout la prétention de réinventer les moteurs des montres ou de réinventer des choses dans l'horlogerie. Nous, notre volonté, c'était de créer de l'émotion et d'apporter quelque chose qu'on ne trouvait pas en fait, qu'on n'avait pas l'impression de trouver. L'angle était design avant d'être purement technique sur le mouvement. Exactement. Mais quand tu regardes aujourd'hui les icônes horlogères qu'on connaît tous, c'est avant tout des montres dont le design est rentré dans la tête des gens. Les gens se fichent un peu de savoir ce qu'il y a dans une Nautilus pour revenir à elle. Oui, ou les gens se fichent de savoir ce qu'il y a dans une Tang de quartier. On porte une montre, pas son mouvement. Exactement, tu vois. Ouais. C'est l'esthétique, voilà. Il y a des montres qui, à un moment,
il y a une espèce de côté sublime où l'équilibre il est parfait. Parce que tout marche, quoi. Les cornes marchent bien, la montre tombe bien, le volume est bien, le cadran est beau. Et à un moment, ça fait boum, ça marche. Et la montre est un produit très difficile à designer. Je dis ça parce que j'ai fait d'autres produits avant de faire des montres. J'ai fait de la lunette ou j'ai fait même des accessoires de surf. J'ai fait des choses qui n'ont rien à voir. Mais la montre, en fait, il y a une espèce de. C'est vraiment un produit en 3D, en 3 dimensions. Parce qu'il y a un tombé, il y a des angles, et c'est pas comme dans le textile où c'est plutôt de la 2D le textile, même s'il y a aussi la 3D. Mais voilà, la montre c'est très difficile et c'est vrai que c'est un vrai exercice de style. Et aussi parce que il y a des choses qui sont ancrées dans la tête des gens, des références, Rolex, compagnie, qui sont voilà. Et donc aujourd'hui, pour dessiner un style de montre et avoir une identité sans être du plagiat, mais avoir une vraie identité avec du caractère et pas être trop dessiné, pas être over-dessiné, enfin surdessiné, tu vois, c'est très compliqué. C'est un équilibre qui doit être juste et qui est pas évident à trouver. Ouais, savoir s'exprimer dans la simplicité sans en faire Exactement. des tonnes, très compliqué. Comme on dit, la simplicité, sophistication suprême, Léonard de Vinci, c'est ce qu'il y a de plus dur à Voilà, faire. exactement. Ouais, Une question, tu parlais des modèles iconiques. ouais. Ils sont iconiques parce que ça fait 50, 60 ans qu'on les voit et qu'on s'est construit notre propre prison mentale, Je pense. ou est-ce que c'est vraiment la perfection du design qui, selon toi, qui provoque ça? Alors, je pense qu'il y a un peu des deux. J'ai la réponse de Normand, mais oui, il y a vraiment. C'est évident qu'à un moment, il y a quand même un lavage de cerveau avec ces images qu'on voit et qui grandissent en nous. Et que tout d'un coup, bah, il y a un phénomène d'amour qui se crée, de masse autour d'un produit parce qu'on commence à le voir beaucoup, 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 beaucoup. On le regarde différemment, donc oui. C'est un peu des deux quand même. Mais oui, c'est difficile à. Je ne sais pas où est la frontière, mais tu as raison. C'est vrai qu'une tank, elle est née en 1915. Donc figure-toi que ça fait quand même 110 ans qu'on voit ce boîtier. Je pense qu'au bout de 110, 1900, ouais, 110 ans, ça fait beaucoup, tu vois. L'Oyster, 56, je crois, un truc comme ça. Donc, ça fait 70 ans, un peu plus qu'on voit l'Oyster. Donc, c'est des boîtiers qui sont rentrés dans la tête des gens. C'est vrai qu'avec le temps, c'est. Voilà. Mais la Nautilus et la Royal Oak, moi, je connais des collectionneurs de montres qui me disaient, mais Alain, il y a 15 ans, personne n'en voulait, Personne quoi. n'en voulait. Personne n'en voulait. C'est les montres qui partaient pas à la casse, mais voilà. Tout le monde ne jurait pas du tout que par ces montres-là, dans ces collections-là. Et aujourd'hui, tout d'un coup, parce qu'il y a eu un moment, bah, l'image a été montrée différemment, les montres sont arrivées différemment, on les a vues plus, et puis elles ont été portées différemment. Et voilà, tout d'un coup, cette montre-là, et c'est vrai qu'elles sont belles. Ouais, il y a une belle réorientation marketing, alors qui a été organique d'ailleurs ou poussée par les groupes, on ne le saura jamais. Mais c'est vraiment intéressant, ce phénomène de retournement, Ouais. qui n'est pas unique dans le luxe hein, d'ailleurs, mais Non, qu'on non, observe vraiment là de manière non. caractérisée, Ouais, toujours assez amusant. Voir ça. exactement. On finit sur la leçon de luxe. La leçon de luxe par Alain Maric. Moi, elle est facile pour moi, la leçon de luxe. Ton luxe, ta leçon de luxe, dis-nous tout. Eh ben, ma leçon de luxe, c'est simple. Alors, je pourrais le citer, mais moi, j'ai une idole absolue, c'est Antoine de Saint-Exupéry. Et pour lui, le luxe, ce sont les relations humaines. Il y a une phrase qui dit voilà, il n'est qu'un luxe véritable et ce sont les relations humaines. Pour moi, c'est ça d'abord le luxe. C'est voilà, c'est être bien entouré, travailler avec des gens que j'aime tous les jours, au quotidien. Et ça, pour moi, c'est le luxe. Voilà. Et avant tout. Après, si on parle de produits, je pense que c'est un mélange de simplicité et de qualité qui fait que, voilà, à un moment, il y a un produit qui est tout simple, qui fait que on ressort un peu par une élégance qui est naturelle. Et pour moi, c'est ça, le luxe, c'est vraiment la simplicité. Voilà. Une montre, s'il fallait en garder qu'une, Une marche Lab, une marche lab évidemment. à une Mansart, la Mansart Golden Hour, là, on la sort avec un nouveau mouvement, mais cette montre-là, elle est juste, elle est simple, mais en même temps, elle a beaucoup de caractère parce qu'elle est très anguleuse. Et vraiment, elle représente bien la marque parce qu'elle est, voilà, voilà, on la met habillée en cravate, en chemise, on peut la mettre en t-shirt avec un jean. C'est l'élégance absolue et en même temps, c'est un produit qui est très simple et qui est, voilà, qui est juste. Il y a un moment, l'équilibre, il est hop, ça marche. Voilà.
Et pour passer dans le plus ancien, la vintage que tu veux. La vintage que je veux, Ouais. j'en ai eu des vintage, j'en ai beaucoup aussi. Moi, j'aimais beaucoup donc les Seiko, certes, mais j'aimais beaucoup les Bulova. Alors moi, j'étais fan des Space View Accutron. J'aime bien les séries Accutron parce que c'était un vraiment 70 avec les bobines là, apparentes et tout. Ça, j'aimais bien. C'était une Euh, époque, ça. voilà. Mais non, moi j'ai été inspiré par, je dis toujours très honnêtement, par 5 marques qui sont Bulova, parce que très créative dans les années 70, Seiko, qui a sorti des choses absolument folles. Pardon, mais Bulova qui aurait pu devenir un grand concurrent d'Omega, hein. Tout à fait, Enfin, tout à aujourd'hui, fait. on pourrait les avoir au même niveau. C'est clair. Bulova était force de création, de créativité, homme-femme. En femme, c'est incroyable, Bulova. Années 70, c'est incroyable. Seiko, incroyable. Hommes et femmes, ils mettent une leçon de design à tout le monde. C'est qu'il il y a des choses incroyables, il y a des pépites partout. Évidemment, Tag Heuer, parce que, enfin, Heuer à l'époque, toutes les Heuer étaient sublimes, parce que c'est des montres, moi qui me parle, c'est des montres simples, élégantes et en même temps assez casual sport. Enfin, ouais, tu vois, c'est vraiment ça. Ils incarnaient bien leur époque. Ouais, ça incarnait bien leur Ouais. époque. C'est des belles montres, quoi. Un homme est chic, quoi, tu vois. Feu Robert Redford qui a disparu, tu vois bien un Robert Redford avec ça, ou comme un Paul Newman comme il avait, enfin, ou Steve McQueen évidemment, mais bon. Mais voilà, après, j'en ai oublié une, après Omega, bah oui, Omega, parce que la Speedmaster, bah, c'est la Speedmaster. On peut pas ne pas parler de la Speedmaster. Et puis même, il y en a eu d'autres qui sont très belles. Moi, j'ai eu une Omega Montréal avec un double affichage digital et aiguille analogique que j'ai adoré, que j'ai toujours, qui est super. Omega fait des très belles montres. Et puis bah, les vieilles Rolex aussi. Les vieilles Rolex sont quand même bah, une vieille Rolex, une vieille Harking ou enfin, un vieux Daito. Bah, ça marche, c'est très joli, quoi. C'est fin, c'est élégant, c'est très beau. Il n'y a rien à dire. Y a rien à dire. C'est la tool watch par excellence. Voilà. Magnifique. Tous ces noms qui résonnent, magnifique. Que du luxe, à différents étages, et c'est ça qui est beau, de l'artisanat au grand groupe, à tous les prix, et chacun son luxe. Exactement. Merci beaucoup Alain d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci Laurent, avec plaisir. À très bientôt. Ciao, à bientôt. Au Au revoir. revoir. Ciao.